Bonjour, c'est Style Comics et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un autre comics dans lequel l'héroïne passe beaucoup de temps attachée, même si cette fois-ci elle le subit beaucoup plus que les héroïnes de la série Sunstone dont je vous ai parlé précédemment. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Unpowered, un comics qui ressemble beaucoup à un manga et qui a été créé par Adam Warren, un artiste que j'aime beaucoup depuis déjà pas mal d'années, même si il est très difficile aujourd'hui de retrouver ses précédents travaux. Je vais vous en parler un petit peu après. Et ce comics là en fait est paru chez Dark Horse, il est publié depuis 2007 à peu près, il y a une dizaine de volumes qui sont sortis. Donc, en France le comics a été publié par Milady Graphics. Moi je me suis procuré la version Omnibus digitale qui regroupe les 3 premiers volumes de la série. Alors Adam Warren, je l'ai découvert dans les années 90 avec Gen 13 Bootleg, qui était une mini-série parallèle à la série Gen 13 publiée chez Wildstorm. Alors Gen 13, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était une équipe de jeunes héros en fait dans l'univers de Wildstorm qui avait été lancé par Jim Lee. Donc en parallèle des Wildcats, de Stormwatch, de Authority après, etc. Donc c'était une équipe de 5 jeunes qui avait été rassemblée par John Lynch, qui était un peu le Nick Fury de l'univers Wildstorm. Et puis dans le contexte de la série Bootleg, en fait, différents artistes pouvaient venir et proposer des interprétations complètement différentes. Et donc dans ces 3 épisodes qu'avait fait Adam Warren, il avait rendu hommage, et en tout cas pillé allègrement, tout le cinéma asiatique qui commençait vraiment à devenir tendance à l'époque, avec aussi bien en faisant des références à des films de sabre type Wu Japan par exemple, film chinois avec des fantômes, etc. Et aussi beaucoup de références au cinéma de Hong Kong et notamment au cinéma de John Woo que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, mais que j'aimais beaucoup à l'époque. Et il a repris tous ces codes-là et il fait une aventure complètement délirante dans laquelle le personnage de Grunge, qui est un peu le héros trapu et geek de l'équipe de Gen 13, s'imagine réalisateur de films et donc tout devient un peu... il raconte un petit peu le film qu'il a en tête et évidemment toutes ses influences ressortent. Et ce qui était vraiment fascinant, c'était que il avait réussi à la fois à digérer des codes graphiques du comics dans le découpage, mais aussi à y intégrer une dynamique extrêmement importante, héritée du manga. Et c'est là aussi où, si on pouvait avoir l'idée que sa seule influence du manga, c'était les visages, les types de visages qu'il reprenait, en l'occurrence, il y avait aussi plein d'autres choses et plein d'autres codes qu'il avait réussi, notamment en termes de narration, mais aussi d'effets stylistiques sur les speedlines, etc. On va en parler un petit peu après. Et puis après, j'ai essayé du coup de reprendre d'autres travaux qu'il avait fait précédemment, et je suis remonté notamment à Dirty Pair, qui était l'adaptation pour le marché américain. Alors, c'est pas tout à fait une adaptation, mais en tout cas une série autour de personnages qui sont issus de la Japanime, et du manga d'ailleurs aussi, je crois. Et puis là, on pouvait voir aussi que c'était ses premiers travaux, et on commençait en remontant un petit peu le fil, voir comment il avait débuté finalement avec ce style très influencé par le manga, et notamment par Masamune Shirow, le créateur de Ghost in the Shell et de Appleseed, notamment. Et puis, au fur et à mesure, évoluer en intégrant d'autres codes graphiques au fur et à mesure. Et après, il est parti sur quelques séries à droite, à gauche, plus dur à se procurer aujourd'hui. Il a fait une série qui s'appelle Livewire, je crois, qui était dans l'univers Marvel, mais avec des personnages liés à l'IM, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était pas pareil, une mini-série à l'époque, pas beaucoup de succès et pas vraiment de suite. Il en avait fait les couvertures, il avait scénarisé. Il avait fait aussi une version futuriste des Teen Titans qui s'appelait Paper, Scissors et Stone, je crois, et qui mettait en fait une nouvelle génération de Teen Titans dans le futur. Là aussi avec une propension à inventer des gadgets futuristes et tout, des vaisseaux, tout un univers de science-fiction qu'il avait déjà pu exploiter dans Dirty Pair, et il est revenu après justement sur Dirty Pair pour une autre mini-série avec son style plus actuel, pareil avec beaucoup de technologie, beaucoup de vaisseaux, de design vraiment extraordinaire. C'est un de ses talents là-dedans justement, il est vraiment très habile pour designer ce type d'univers-là. Et puis après il a navigué, il a fait un fill-in sur Battle Chasers, il a fait quelques petits trucs à droite à gauche, c'est un peu difficile de les retrouver, puis après il s'est mis sur Unpowered et c'est vraiment resté aujourd'hui sa principale source de production en termes de comics.
On peut le retrouver, il est très actif sur les réseaux sociaux, sur DeviantArt notamment, sur Instagram aussi, c'est plutôt intéressant de le suivre sur Instagram parce qu'on le voit faire il postait beaucoup de dessins faits au crayonné où il travaille des postures ou des portraits beaucoup plus réalistes, pas totalement mais un peu plus réalistes que ce qu'il fait dans ses comics. Et puis il a signé quelques couvertures à droite à gauche, mais c'est un artiste dont le style reste quand même assez particulier, assez singulier, il peut pas être sur toutes les séries, et on sent que dans Unpowered, il a vraiment voulu créer quelque chose qui lui convient parfaitement et dans lequel il aime s'épanouir. D'ailleurs, la série à la base, c'était un webcomic, c'était pas vraiment quelque chose qui était à destination de publication, c'était un webcomic gratuit qui est diffusé, et puis au fur et à mesure, ça a été compilé donc dans des volumes plus ou moins importants. Ce qu'il faut savoir aussi sur Unpowered, c'est que c'est du noir et blanc. C'est clairement une série qui a été faite dans un format très manga, en fait, entièrement au crayonné. Il n'y a pas d'ancrage. On va le voir justement, ça fait partie du charme et des limites de la série, je trouve. Et c'est aussi ce qui lui permet d'être, à mon avis, très productif, de sortir des volumes de 200 à 300 pages, un petit peu comme sur des formats manga, justement. Et puis aussi, c'est une série qui s'est construite, on le voit sous la forme d'abord de petites histoires courtes avec un gag, on va dire. Et puis au fur et à mesure, il a essayé d'étoffer un tout petit peu la chose. Alors, moi, j'ai vraiment lu rapidement, voire survolé un peu cet omnibus numéro 1 parce que au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, on va pas se mentir. Au niveau des gags, de l'histoire, etc. et tout, on est un peu toujours dans le même délire. Donc, c'est pas vraiment une histoire dans laquelle on rentre. Il y a pas mal de personnages qui arrivent au fur et à mesure, mais ça reste pas une intrigue qu'on a envie de suivre religieusement et dans laquelle on est prise. Je pense pas que je continuerai forcément les autres omnibus d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour. Surtout que ce qui m'intéressait, c'était l'aspect graphique, et je vais y revenir après, justement pourquoi ce style graphique me fascine. Mais d'abord, un petit mot sur l'histoire. Donc l'histoire d'Unpowered, elle est vraiment très basique. C'est l'histoire de cette héroïne que vous voyez ici à l'image, qui a tendance à se retrouver dans les pires situations. Parce qu'en fait, elle a un costume qui lui donne une grande invulnérabilité, une super force. Malheureusement, le costume, lui, est loin d'être invulnérable, et au moindre accroc, se déchire, et plus le costume se déchire, et plus elle perd ses pouvoirs, d'où le titre de Unpowered. Clairement, c'est un prétexte. Clairement, c'est pas vraiment exploité de manière sérieuse, et clairement, l'idée, c'est de systématiquement proposer une héroïne qui va être de plus en plus dénudée et dans des postures de plus en plus lascives, voire embarrassantes, puisque le grand running gag de la série, c'est qu'elle se retrouve très souvent attachée, bâillonnée, contrainte de mille et une façons dans des situations, et attend qu'on la sorte de là. C'est effectivement, au premier abord, très premier degré, pas très finaux, voire des fois un peu malaisant sur la façon dont il traite son héroïne. En même temps, c'est une comédie sexy, en même temps, ça se veut parodique, en même temps, ça se veut aussi avoir un peu de recul sur cette idée de la demoiselle en détresse et sur la maladresse dont elle fait preuve, etc. Maintenant, l'humour est plus souvent présent dans les dialogues que dans les gags. C'est, encore une fois, comme je vous disais, pas palpitant au niveau de l'histoire, mais il y a quand même quelques blagues et quelques trucs qui font mouche. Encore une fois, le schéma est beaucoup trop répétitif pour vraiment faire quelque chose de passionnant. Et le gag de la voir à chaque fois perdre ses vêtements et se retrouver à moitié dénudée, ça va une ou deux fois, passer déjà une 50aine de pages, ça commence à devenir lassant. Donc, encore une fois, si vous y allez pour le dessin, c'est bien. Pour le reste, sauf si vraiment c'est votre kiff de uniquement voir 300 pages d'une jeune fille qui finit toujours un peu dénudée et dans des situations embarrassantes. Voilà, personnellement, c'est un peu lassant au bout d'un moment. Mais voilà, ça fait partie du charme, du contrat de l'histoire, d'essayer d'avoir cet humour un peu graveleux, un peu basique, on va dire, mais qui parfois peut faire mouche sur 2-3 gags, notamment des références à l'univers du comics qui sont pas mal. Mais voilà, n'attendez pas une série révolutionnaire en termes de super-héroïsme et de comics traditionnels.
Alors je vous propose qu'on attaque avec cette première double page qui est assez représentative de tout ce qu'on va aimer ou on peut aimer ou ne pas aimer dans Unpowered. Alors tout d'abord, effectivement, on voit que d'entrée de jeu, alors c'est pas la première page de l'histoire, mais que voilà, la plastique de l'héroïne va être mise en avant, quoi qu'il arrive, sous toutes ses formes, dans tous les sens, et ça va être vraiment un élément extrêmement récurrent du comics. Donc si déjà ça vous agace, oubliez tout de suite ce comics-là, parce que je pense qu'il n'y a pas une histoire, il n'y a presque pas une page où elle n'est pas mise en avant d'une façon ou d'une autre. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est la façon dont on peut tout de suite voir que le travail de crayonné qu'il va faire et aussi la façon dont il va finalement proposer un style qui va à la fois être plutôt réaliste dans le rendu de certaines textures, dans des accessoires, dans des armes notamment, etc. Et en même temps, un style vraiment presque cartoon, très influencé par l'anime, comme je vous le disais, par le manga, avec des visages aussi à la limite de la caricature, avec des expressions complètement délirantes. Et cette cohabitation entre ce style très cartoon et ce réalisme-là dans certains rendus, et je trouve quelque chose de plutôt bien fait par Adam Warren et qui rend globalement son dessin assez intéressant. On voit par exemple que le travail qui est fait sur les textures du costume, qui certes qui a une place prépondérante dans l'histoire, parce que pour le coup c'est le running gag, comme je vous le disais, par rapport au pouvoir de l'héroïne, mais on voit que il le travaille vraiment bien, et notamment dans l'image de gauche, on voit comment tout le travail qui est fait sur la source de lumière qui vient bien mettre en avant les formes de la jeune fille, et en même temps la façon dont il va travailler au crayonné, d'abord un reflet noir assez marqué, puis après faire des dégradés de gris pour vraiment suggérer ce volume-là et montrer comment la surface réfléchissante du costume agit. C'est un point plutôt important parce que comme je vous le disais, comme ce gag de faire que le costume se détruit, c'est important que visuellement on comprenne où est le costume par rapport à la peau, et il représente toujours la peau de l'héroïne sans aucun détail à part quelques ombres comme on voit ici, mais vraiment en peau blanche immaculée, là où en fait le costume lui est très texturé, et donc on voit la démarcation beaucoup plus rapidement. Ce que j'ai aimé aussi dans le travail de crayonné, c'est la façon dont il va rendre toutes les autres textures, comme on voit l'océan par exemple au fond, les vagues, les reflets au niveau de la chaîne, d'Arambarde ou le béton. Tout ça est extrêmement bien travaillé, et on voit aussi que même si c'est du crayonné, ça reste très précis. On est pas dans un crayonné un peu rough, esquissé, etc. Les contours sont propres, il y a des pleins et des liés sur les formes, on voit les détails par exemple de la chaîne qui la retient, qui sont parfaitement bien travaillés. On va voir après les poils, les cheveux, etc. sont aussi bien rendus. Et on voit par exemple un autre truc qui me plaît beaucoup, c'est le rendu des cheveux et de ces mèches de cheveux qui sont toujours bien faits, avec des beaux contours, des belles courbes de mèches, etc. Et pas quelque chose de jeté rapidement. Et ça, c'est un point vraiment intéressant dans ce projet, parce que quand au premier abord on feuillette Unpowered, on a un peu l'impression de voir un crayonné qui, comme on a l'habitude de voir du dessin en crayon, on se dit c'est un crayonné pas fini, etc. Loin de là, c'est vraiment la plupart du temps très abouti, très bien travaillé, même si on voit comment il travaille les ombres en crayonné comme ça un peu épais, on devine et on voit même les coups de mine, mais ça reste toujours d'une grande précision par rapport à ça. Même si, vous allez voir sur quelques pages, on peut avoir du mal à lire certaines cases du fait qu'il a une certaine palette de gris qu'il peut utiliser, mais au bout d'un moment, ça finit par être parfois se superposer, et donc on a plus de mal à distinguer différents niveaux, différents personnages. Un dernier point, alors dans les points négatifs, et que l'on voit tout de suite dans cette page, je vous parlais du design des personnages féminins au tout début. Clairement, là, j'en suis pas très très fan. C'est le design de l'héroïne, à la fois par rapport à la façon dont il représente son nez, qui de profil est déjà intéressant mais sans plus, mais surtout le fait qu'elle ait cette bouche proéminente avec des lèvres extrêmement pulpeuses, mais qui ressemble, lui donne des fois des airs de poupée gonflable quand il les dessine un peu comme ça et de manière très exagérée, donc c'est pas super. Les yeux sont plutôt bien faits, mais c'est vrai que la structure du visage en bas, entre les deux petites narines dessinées et la bouche très volumineuse, fait que je trouve que les expressions sont assez limitées. Ça marche plus quand elle a le masque, parce que les yeux sont très expressifs, un peu à la Deadpool ou à Spider-Man justement,
Mais par contre, cette tendance à toujours faire sa bouche extrêmement exagérée fait que les autres expressions qu'elle peut avoir vont être beaucoup plus cartoon et le reste du temps, ces mots vont être un peu ne pas permettre de vraiment refléter ou traduire une émotion dans le personnage. Donc du coup, on s'y attache un petit peu moins et on reste un peu dans l'idée que c'est vraiment une caricature. C'est un peu, je trouve, le problème de design qu'il y a dans le style d'Adam Warren. Et aussi parce que les personnages féminins se ressemblent beaucoup. Bon, elles ont toutes quasiment un peu ce côté bouche pulpeuse, etc. Là où pour les gars, il est plus varié et il fait des visages vraiment différents. Dans cette autre page, alors peut-être que vous aurez tout de suite été capté par l'héroïne à droite, à moitié, alors plus qu'à moitié dénudée d'ailleurs. Ce qu'on peut juste retenir de cette image, où encore une fois, c'est une des nombreuses poses qui va lui faire prendre, c'est que l'idée comme je vous le disais, de garder sa peau immaculée à chaque fois et de la faire contraster finalement avec le décor, fonctionne vraiment bien dans cette image-là, puisque du coup, dans l'axe dans lequel elle se construit, elle ressort énormément, là où tout le reste du décor, des personnages et tout, est en niveau de gris, et donc ça permet de la faire ressortir. Au-delà de ça, ce qui vraiment pour moi est extrêmement intéressant dans cette page, c'est un des points qui m'avait déjà marqué dans le Gen 13 bootleg dont je vous parlais, c'est la façon dont il traite la vitesse, les impacts et notamment les gunfights. Vous voyez sur la page de gauche que son représentation des armes est plutôt précise, plutôt réaliste dans les designs, etc. et dans les détails de chacune des armes. Et puis il y a tout ce travail au trait. Alors c'est un peu comme des speedlines, mais pas que en fait, parce que c'est pas aussi mécanique et droit que des speedlines. Là il y a vraiment un côté très brut et très fait à la main, on va dire, que je trouve vraiment séduisant. Et il varie aussi les styles de speedline. Il y en a qui sont très traditionnels par rapport à ce qu'on trouve dans les mangas, qui sont très droites et qui gardent ce parallélisme et cette même épaisseur de trait, et puis d'autres qui ont l'air beaucoup plus brutes, beaucoup plus faites à l'arrache, notamment dans la première case, et aussi parce qu'il va traduire ce mouvement par tout un tas d'ombres très marquées. Par exemple sur les gants, on voit qui ne sont pas très très propres, en fait c'est vraiment des gros coups de crayon, mais qui sont quand même suffisamment précis pour renforcer cette idée de mouvement et de tremblement en fait provoqué par les armes. Et ça j'aime beaucoup, et aussi le fait qu'il utilise vraiment bien l'éclairage en fait des flammes des canons pour vraiment positionner les ombres, ce qui renforce vraiment cette idée de volume et de réalisme aussi par rapport à ça. J'aime aussi particulièrement la façon dont il gère à la fois les flammes des canons, dont les contours, si vous regardez bien, ne sont pas très nets, sont suffisamment précis pour qu'on les voit, mais en même temps sont légèrement évaporés pour montrer que ce ne sont pas des objets solides, mais aussi tous les impacts en fait, tous les effets balles traçantes très travaillés qui reflètent à la fois la vitesse, mais aussi le côté chaotique de ce gunfight. Et c'est aussi quelque chose qu'il sait parfaitement bien rendre. C'est cette idée que les gunfights, les armes qui se déchaînent comme ça, créent quelque chose de chaotique qui se déchaîne sur les personnages. Et là, on le voit entre les onomatopées et tous ces effets qui viennent se cumuler sur le personnage, qui heureusement est invulnérable, retranscrit selon moi vraiment vraiment bien tout le chaos d'une scène de fusillade en fait. Alors, au-delà du travail au niveau des crayonnés, il y a aussi chez Adam Warren un réel talent de storyteller dans le découpage, même si malheureusement dans cette série les scènes d'action sont quand même assez rares. En tout cas, elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait l'espérer. Il y a beaucoup de scènes de dialogue, de personnages qui discutent, etc. Donc c'est moins aussi dynamique que ce qu'on pourrait aimer, surtout que lorsqu'on a 230 pages à lire. Mais ça reste quand même assez intéressant dès qu'il y a un peu d'action, et notamment lorsqu'il se donne quelques pages pour le faire, et donc pas sur les formats trop courts en fait. Et là en l'occurrence sur cette double page, on peut voir aussi la façon dont il va à la fois utiliser des éléments, encore une fois, que l'on a pu voir dans des mangas, donc les speedlines, les déformations des lames par exemple avec ces différents effets, mais aussi une traduction, j'allais dire presque beaucoup plus américaine dans la façon d'être contraint par le découpage à faire tenir finalement de quelque chose qui est très énergique, plein de vitesse, dans des cases contenues dans une page. Donc là c'est la page de gauche par exemple, on voit comment il va réussir à retranscrire la rapidité du déplacement de la Ninjet
Je sais pas si c'est son nom d'ailleurs, mais et montrer comment on voit d'abord ses impacts sur le sol, on voit la façon dont les speedlines vont traduire ses déplacements ou ses effets de tracé de son mouvement et des impacts qu'elle a sur le mur. Ce découpage-là est vraiment très intéressant et c'est quelque chose dans lequel il excelle réellement. Dans la page d'à côté, on voit aussi comment il va utiliser différents types de speedlines, soit pour effectivement traduire la vitesse de l'objet, mais aussi rendre le décor un peu plus flou, avec un effet qui ressemble vraiment à des dégradés de gris en fait, mais qui sont pas faits au crayon pour le coup. En tout cas, ça ressemble pas à quelque chose fait vraiment au crayon. Mais en tout cas, la page reste extrêmement dynamique, les cases sont bien cadrées par rapport à la façon dont il veut dépeindre l'action. Et on va voir après d'autres exemples où aussi dans les combats à main nue, il arrive à retranscrire cette vitesse et ses impacts. Donc, par exemple ici, dans ce combat à coups de shuriken, on retrouve un petit peu la même chose que ce que je disais précédemment par rapport aux impacts de balles. Il y a une notion de chaos en fait dans la déferlante de toutes les armes blanches qui volent un petit peu partout. On a toutes ces speedlines qui vont encore une fois travailler sur les axes, travailler sur la vitesse, mais qui vont aussi en même temps continuer à donner au personnage des mouvements très spécifiques. On le voit à droite, le bras du combattant qui disparaît littéralement sous un effet de speedline. Même chose pour la main ici. On a aussi cette utilisation encore une fois de cadre et de cadrage plutôt intéressant, comme cette scène où elle se cache justement derrière la table pour se protéger, où il y a vraiment un angle et une profondeur de champ intéressante et qui permet aussi en même temps d'anticiper l'action suivante avec l'arrivée de l'autre assassin. Et j'aime aussi particulièrement la façon dont il utilise aussi des angles assez variés dans ces scènes de combat. La lisibilité n'est pas toujours parfaite, notamment dans les enchaînements, mais je trouve que ça fonctionne bien. On a par exemple le fait que cette page de gauche, on la termine dans un sens de lecture qui finalement peut se prolonger dans la page de droite, mais même si l'héroïne part dans l'autre sens, donc c'est pas immédiatement intuitif, mais il y a ce balai permanent de tous les objets qui volent et qui crée toujours ce sentiment de chaos et de dynamisme qui fait qu'on enchaîne quand même très très bien la lisibilité d'une case à une autre et je trouve que la scène garde vraiment en impact et surtout en originalité puisque c'est une approche du combat qui est pas vraiment que l'on trouve pas vraiment souvent dans les comics aujourd'hui, quoi. Voilà, je terminerai en vous montrant quelques pages pour finir qui montrent à la fois un petit peu ce que vous pouvez attendre en termes de travail, de précision sur l'utilisation des crayonnés pour montrer la vitesse, pour montrer les textures et pour aussi à chaque fois montrer la façon dont, de différentes façons en fait, la fumée, l'énergie, et ça, si le dessin en crayonné vous intéresse, c'est une bonne école parce que c'est une école où on peut pas tricher, on peut pas se baser sur la couleur encore une fois pour arriver à traduire une texture. Et là on voit sur par exemple le personnage de Reptile là qui essaie de frapper l'héroïne, on voit comment au niveau de la masse de sa patte en fait et de ses griffes, il a réussi à montrer le volume et en même temps à traduire la vitesse, et ça je trouve ça assez fascinant et ça demande quand même une maîtrise des crayonnés qui est assez exceptionnelle. Et puis en même temps, si vous aimez voilà, les portraits de jeunes héroïnes peu farouches et bien dessinées, voilà, avec des allures effectivement de Lolita baby doll un peu extrême, voilà, la série en regorge. C'est pas le plus passionnant clairement, mais on peut reconnaître le fait qu'il maîtrise quand même bien l'anatomie de ses personnages, même si c'est un peu toujours les mêmes, mais voilà, on a cet atout, on va dire, dans la série en termes de dessin. Et puis vous voyez que par exemple le décor est quand même ultra détaillé et on a toujours cette oscillation que je vous disais entre un certain côté cartoon dans les visages et en même temps un certain réalisme dans la description des décors et des textures. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a donné envie de vous jeter sur Unpowered. Comme je vous le dis, au niveau de l'histoire, c'est pas le truc le plus palpitant que vous trouverez, mais encore une fois, si vous aimez
le dessin crayonné, et si vous aimez le style d'Adam Warren, c'est vraiment un peu la quintessence de ce qu'il fait. Et puis, il fait partie de ces auteurs aussi qui ont continué à s'améliorer avec les années, donc c'est vraiment très intéressant de continuer à voir le niveau qu'il a et ce qu'il arrive à maîtriser techniquement au dessin. Ce que j'espère un jour quand même, c'est que ces Gen 13 bootleg ressortiront, sont accessibles sous un format ou un autre. Aussi c'est Dirty Pair, parce que la mini-série était vraiment excellente en termes de dessin et surtout proposait beaucoup de choses intéressantes en termes d'univers futuriste, de gadgets, etc. Et j'espère d'ailleurs un jour que, même si effectivement on voit dans Unpowered qu'il y a des trucs un peu de science-fiction, mais qu'il puisse revenir vraiment à un titre de science-fiction et peut-être moins effectivement orienté lubrique que ce qu'il fait jusqu'à présent. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez cet artiste. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon blog pour aller voir l'article que j'ai écrit sur Sex Criminals, une autre série un peu sexy et qui est dessinée par Chip Zdarsky, écrite par Mac Fraction. Mais Chip Zdarsky, vous le connaissez peut-être sans doute sur le run de Daredevil qu'il a scénarisé, mais c'est aussi un bon dessinateur et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Sex Criminals, et je vous invite à aller le lire et puis à aller voir aussi, et éventuellement si c'est pas déjà fait, la vidéo précédente que j'ai faite sur Sunstone, une autre série très sexy et très orientée personnage féminin attaché dans un autre style, puisque c'est plus vraiment une romance plus sérieuse, là où c'est clairement ici quelque chose de parodique. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi aimé Adam Warren, ce que vous avez préféré dans son travail. Je vous remercie pour votre fidélité, un grand merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci pour tous vos likes, vos partages, et puis je vous donne un rendez-vous sur Twitter pour continuer à échanger. Et puis dans une prochaine vidéo, bon, je n'ai pas encore tout à fait défini le thème, mais on va essayer de changer un petit peu de registre et quitter les jolies filles pour retourner dans des genres un petit peu différents, puisque les comics, c'est ça aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est une grande variété de genres et de styles graphiques. Merci encore et à très bientôt.